Peut-être que vous avez que 0 € de cash flow aujourd'hui, mais en fait, sur 5 ans, si vous revendez le même prix que vous avez acheté, vous aurez capitalisé 20, 30, 40 000. Ok, avec ton profil, moi je sais que 200 000, je peux financer quasiment à 99% sûr. On a beaucoup cherché comment se libérer de cette charge mentale et de ce temps de gestion. Nous, la leçon qu'on retient là-dessus, c'est qu'il vaut mieux attendre 2 semaines à trouver vraiment le bon locataire. Un bon locataire peut faire vraiment la réussite du projet. Des quartiers où ça va être vraiment pas cher, donc on se dit ça va être intéressant pour louer parce qu'on va avoir des très bons rendements. Derrière, quand on va essayer de revendre, ça va être hyper compliqué, Ouais. on va mettre du temps, on va pas le vendre au bon prix. Le troisième élément, c'est le temps et l'énergie que vous avez et que vous allez pouvoir allouer à votre projet. On a le plaisir d'accueillir Joris. Salut Joris, tu vas bien? Salut Alexandre, salut Thibaut. Salut. Très bien, et vous? Super, nickel. Bon, l'idée c'est qu'on puisse un peu apprendre à te connaître, que tu nous partages ta vision de l'investissement immobilier, comment tu as pu évoluer depuis que tu pratiques l'investissement. Et voilà, parler un peu de stratégie, d'actualité aussi. Et... C'est ça, est-ce que tu peux peut-être te présenter dans un premier temps et ton parcours? D'accord. Déjà, merci pour l'invitation sur Ouais. ce podcast. Pour me présenter rapidement, donc Joris Crouzil, j'ai 33 ans, je suis toulousain et aujourd'hui multi-investisseur immobilier. J'ai naturellement en fait commencé à travailler dans une entreprise internationale dans laquelle je gérais des projets pétroliers un peu partout dans le monde. Et avec cette grosse expérience en gestion de projet, quand j'ai fait l'expatriation, donc au Brésil, au Nigeria et en Égypte. Et quand je suis rentré de l'expatriation, je me suis dit, bon, je rentrais à Paris. Donc, moi, le Toulousain du Sud, c'était un peu compliqué. Et je me suis retrouvé dans un job qui me plaisait. C'était contrairement à ceux qu'on peut voir où ils ont des jobs qui leur plaisent pas forcément. Ça me plaisait énormément, mais je me voyais pas faire ça pendant 40 ans, par exemple. Et j'ai commencé à me chercher des idées de comment je pourrais améliorer, on va dire, ma qualité de vie et commencer à préparer une retraite dans un premier temps. Et donc, je suis tombé sur l'immobilier en cherchant un peu sur les réseaux. Et également, à cette époque-là, mon père, et fait toujours, faisait l'investissement immobilier de son côté. Donc, voilà, en discutant, on est tombé un peu tous les deux d'accord de démarrer ensemble et de faire l'investissement immobilier ensemble. Donc ton père avait déjà lui investi quand tu as commencé, c'est ça? Exact. En fait, moi, on a commencé à investir ensemble en 2016. Lui avait investi depuis début des années 2000, mais vraiment dans une vision bon père de famille, patrimoniale, où il se disait, j'achète, la banque me prête, le locataire me rembourse, et même s'il faut que je rajoute un petit peu d'argent tous les mois, c'est pas grave, parce que dans 15-20 ans, ça me servira pour moi directement. Vraiment peu de vision, on va dire, stratégique pure, mais se dire j'achète et dans le temps, ça capitalisera et ça me fera quelque chose pendant 15-20 ans. Ok. Et toi, du coup, tu as démarré quand et avec quel projet? Donc j'ai démarré au retour du Brésil, donc en 2016, début 2016, et on n'avait pas forcément de stratégie à l'époque. On s'était dit voilà, on investit ensemble, donc naturellement on a créé une première SCI à l'impôt sur le revenu, sans trop savoir où on allait, mais mon père faisait la location nue à l'époque, donc on a dit bon, on va faire la location nue. On ne connaissait vraiment pas grand-chose. Et donc on a acheté en 2016 un premier appartement T3 sur Toulouse Centre, qui a fonctionné assez rapidement parce qu'au final, moi je crois que je l'ai vu une fois l'appartement, le jour de la visite de l'achat. Et voilà pour le premier investissement. Ok. C'est assez drôle parce que j'ai démarré de la même façon. Une SCI à l'IR sur une location nue, sur une petite maison de T3. Je savais pas trop où on allait, donc c'est assez drôle. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer une fois que tu as fait ce premier achat? Est-ce que tu peux peut-être nous partager les chiffres aussi de ce premier, si tu les as encore en tête? Ça fait un moment, Complètement. Je les ai en tête puisque régulièrement je les recommunique à la banque, donc j'ai un petit peu en tête. Donc un T3 acheté 72 000 euros, donc on a à peu près 70 mètres carrés, 1000 euros du mètre carré. Alors on en parlera je pense un peu après dans les erreurs, mais on n'a fait aucun travaux dessus. Ok.
et on l'a mis quasiment directement en location. C'était propre, c'était louable, on l'a mis en location nue. Ça s'est loué assez rapidement et on le loue aujourd'hui 700 € par mois. Donc on est sur une rentabilité, on va dire centre Toulouse, proche, pas très loin du métro, à 12%. Un peu de charge de copro, mais comme on a emprunté que sur 15 ans, Ok. sur l'année, on fait zéro quasiment sur l'année. Par contre, on capitalise énormément à la banque parce qu'on a fait un emprunt assez court. Ouais, donc au final, même pour un bien sans travaux, etc., il reste quand même intéressant de par juste la rentabilité et le fait qu'il y a l'amortissement, quoi. Puis ça reste très patrimonial. Je sais pas si tu l'as revendu aujourd'hui, mais si tu l'as encore, Il a dû prendre de la valeur, ouais, c'est clair. complètement. En fait, ce projet-là, quand je le réfléchis par rapport au projet qu'on a fait l'année dernière, c'est quelque chose qui est très passif parce que, comme je disais, moi, j'y suis allé vraiment juste le premier jour lors de la visite. Mon père a dû aller 4-5 fois parce qu'on a changé 2 fois de locataire en 7 ans déjà. Donc, C'est peu. c'est assez passif. Des locataires qui vont rester 3-4 ans. Et par contre, comme tu dis, en termes de valorisation, déjà, nous, sur les 72 000 €, je crois qu'il nous reste 45 000 € à rembourser, déjà au bout de 5-6 ans, même voire moins. Et aujourd'hui, en estimation basse, on est à 130 000, 120, 130 000 €. Ok. C'est très belle opération, quoi. Oui, au final, c'est en termes de cash flow net, c'est Oui. l'opération, on va dire, la moins rentable parce que Opération blanche. opération blanche, donc elle ne nous coûte pas d'argent. On a appris énormément sur l'optimisation juste sur ce projet-là. Par contre, en termes de projet, c'est vrai que le fait d'avoir acheté il y a 7 ans, la capitalisation plus la valorisation du bien, voilà, ça fait un beau projet. Et si on le garde 4-5 ans de plus, je pense que ça continuera de... Puis c'est une opération qui t'a permis aussi, je pense, de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir enchaîner par la suite. En fait, c'est une opération. Donc, quand on s'est décidé de lancer dans l'investissement immobilier, moi, dans la partie gestion de projets internationaux, j'étais sur toute la partie financière. Donc, des projets qui étaient entre 500 millions et 3 milliards. Donc, c'était un peu mon quotidien, des tableaux Excel, de gérer ça et d'analyser le risque des projets-là. Et mon père est vraiment plus sa partie technique, terrain. Donc, quand on s'est lancé ensemble, avec ma mère et ma sœur également, je me suis focalisé sur les calculs de rentabilité, un peu de cash flow, quelles a été les charges, la déclaration des impôts. Et celui-ci nous a permis pour moi, de valider un peu ces chiffres-là, parce qu'il y avait peu d'informations à l'époque sur les réseaux, et de me dire, ok, oui, il y a telle charge de copropriété, ah oui, tiens, à la fin de l'année, il y a la taxe foncière, il y a ça, etc. Et qui m'a permis on va dire, pour les projets d'après, d'avoir un peu plus de maîtrise sur les chiffres et de sérénité, parce que comme tu le dis, un premier projet, même si on a beaucoup d'infos, on connaît beaucoup de choses, on va en rencontrer à chaque étape, que ce soit à la banque, chez le notaire. Bon, là, on n'a pas eu de travaux, mais même en mise en location, on a appris beaucoup pour les projets d'après. Et justement, du coup, tu as réalisé cette première opération et après, tu as enchaîné. Et la particularité, c'est que tu travaillais à l'étranger. Exactement. Donc, comment tu as géré le fait de mettre en place des actions pour continuer à investir tout en étant à l'étranger? Donc, ensuite, après cet achat, je suis parti 1 mois ou 2 mois après au Nigeria pendant 1 an. Et mon père était dans la phase plus recherche sur le Bon Coin, etc. Et dès qu'il trouvait des choses qui lui paraissaient intéressantes, je récupérais, j'analysais la partie financière. Et si je validais, lui, il allait visiter un peu. C'était notre petit process à ce moment-là. Et quelques mois après, 5-6 mois après, il trouve un petit immeuble. Donc là, sur la ville de Perpignan, puisqu'on allait chercher la rentabilité. Donc on s'était dit, on prend 2 heures autour de notre secteur de prédilection. On voit, donc on était tombé sur des villes comme Béziers, Narbonne, Albi à l'époque. Premier bien sur Perpignan. Et donc il m'envoie, je valide un peu les chiffres. Bon, on connaissait un peu moins, donc un peu moins de maîtrise quand même là-dessus. Mais on avait donc c'est un petit immeuble avec 2 appartements, un studio, 2 appartements, un garage, et juste un appartement payé la mensualité. Donc on s'est dit, même si on allait mettre un peu de temps à louer l'appartement parce qu'on ne connaît pas d'intention locative, on a regardé un peu ce qui se vendait autour. Il n'y avait pas, on va dire, on n'était pas plus cher que le marché à côté. On avait maîtrisé un peu ces risques-là. On a dit on tente et après on voit.
Donc à ce moment-là, voilà, moi le bien, je l'ai vu que 3 ans après, quasiment. C'est ce que j'allais te dire. J'ai dit, en fait, tu as acheté un immeuble sans le voir. Sans le voir, j'ai Ouais. fait, sur la partie technique terrain, j'ai fait entièrement confiance Oui. à mon père. Là-dessus, j'avais quelques photos, bien évidemment. Mais je me suis concentré vraiment sur les chiffres qui sont mon domaine et qui, je trouve, dans l'immobilier, permet de maîtriser mon risque. Et j'ai dit, on y va. Dans le pire des cas, si ça se passe mal, dans 1 an, on revend. On aura revendu au même prix, on aura fait l'expérience. On n'aura pas gagné d'argent, mais c'est pas grave. Mais on tente et si ça marche, ça marche. Donc, on l'a. Et donc ça, c'était pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Premier en 2016 et ça, c'était... Ça a été janvier 2017. Donc, on a l'acte définitif janvier 2017. Ok, donc vous avez rapidement enchaîné en fait entre le premier et... Le deuxième, voilà. Et le on troisième. a continué. et pas forcément, parce que le troisième, on a mis 2 ans. Ok. 2 ans pour un peu plus de 2 ans. Là, on est allé dans une autre phase qui était de se dire, les 2 premiers fonctionnent. Et puis en fait, ce qui s'est passé en 2016, c'est que j'ai fait ma déclaration d'impôt. Donc, comme c'était une SCI à l'impôt sur le revenu, on n'a pas besoin d'un expert comptable pour le faire. C'est assez simple à faire, donc j'ai lu un peu comment le déclarer, je l'ai fait. Et donc nous, toute l'année, on faisait à peu près 0 opération blanche sur ce bien entre les loyers qu'on touchait et toutes les charges qu'on devait payer tous les mois ou la taxe foncière. Et à la fin de l'année, on avait, on va dire, 0 sur la trésorerie, mais on devait payer 1 000 € d'impôt sur le revenu, puisque on n'avait pas d'amortissement du bien comme on a en location meublée. Donc, c'est à ce moment-là où on s'est dit, donc on était déjà sur l'acquisition du deuxième, on a acquis le deuxième sous la même SCI, mais c'est ensuite on s'est dit, ok, le principe est bon de se dire, j'achète, je mets en location et ça rembourse le prêt à la banque. Ouais. Par contre, en termes de fiscalité, il y a peut-être moyen de faire autre chose. Ouais, il y a peut-être moyen d'optimiser un peu mieux les choses. C'est ça. C'était l'idée, c'était se dire, on continue d'investir dans l'immobilier parce que ce qu'on cherchait avant tout, c'était vraiment un patrimoine sur le long terme. Donc là, on était bon. On n'avait pas forcément envie de quitter nos boulots ou quoi que ce soit. Donc financièrement, on n'avait pas un besoin immédiat. Mais on se dit, ce qu'on fait aujourd'hui, dans 15-20 ans, on est sûr que ce sera bénéfique. Et donc, ça a été le principe. On a dit, OK, par contre, est-ce qu'on pourrait sûrement optimiser les opérations? Et toute l'année 2018, donc on va dire de l'été 2017 jusqu'à fin 2018, je me suis beaucoup formé sur la fiscalité. J'ai lu des livres, j'ai regardé des formations YouTube en ligne gratuites, un peu tous les contenus qu'il y avait à l'époque pour comprendre en fait ce qu'on peut faire et voir comment optimiser ça. Et c'est pour ça qu'au final, les biens d'après, on a acheté vraiment après 2018. Ok, du coup, la SCI à l'IR, tu l'as gardée à l'IR, tu l'as pas passée à l'IS. J'ai hésité pendant un moment à la passer à l'IS, en 2018, quand j'ai compris un petit peu ça. Sauf qu'à l'époque, comme je ne maîtrisais pas forcément tout sur sa fiscalité, l'impact de la passer à l'IS ou non, etc., je me suis dit, écoute, pour l'instant, elle tourne comme ça va, ça fonctionne, on a mis un peu de trésorerie dessus, ça fait un fonds de roulement. Comme on concentrait sur les nouveaux projets, du coup, on a plutôt alloué le temps et l'énergie, la charge mentale sur les nouveaux projets. Et on s'est dit, la SCI, on verra peut-être dans 2 ans ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, au final, là maintenant, si on la passe à l'IS, entre la récupération des amortissements, etc., ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc, on a discuté avec l'expert comptable il y a pas très longtemps. Bon, c'est bon, on garde. Et puis voilà, ça fait toujours, comme je disais, au niveau des chiffres, c'est toujours mieux que 0. Et donc, on garde dans ce système-là. Très bien, super. Et tu nous disais au début que du coup, tu es rentré, entre guillemets, dans l'investissement immobilier en te disant, je vais préparer ma retraite, je fais des choses maintenant, en fait, pour être tranquille plus tard. Est-ce que t'as toujours cette vision-là maintenant de l'investissement ou est-ce que ça a évolué depuis Depuis, elle a évolué. Donc, on a eu cette phase 2018 où je me suis rendu compte, par ces formations gratuites sur Internet, etc., du potentiel en fait de l'immobilier, en plus que de la création du patrimoine. C'est-à-dire, OK, on a cette création de patrimoine qui est, tant qu'on achète au bon prix et qu'on fait une bonne opération, on l'aura sur un peu tout type de projet. Mais de se dire, notamment avec le deuxième immeuble qui, lui, était un peu plus rentable et donc, même si on avait la fiscalité à la fin,
commençait à nous dégager du cash flow, des revenus un peu tous les mois. On s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut? Moi, c'est à ce moment-là où je rentre définitivement d'expatriation, donc 2018 en France. Et à ce moment-là, en fait, au niveau professionnel, pour la petite histoire, on me refuse une promotion parce que j'étais trop jeune. On m'a dit, ben voilà, écoute, t'as que 28 ans, t'as pas le droit de monter d'un grade parce que t'es trop jeune, on le donne qu'à 30 ans. Et déjà, dès le départ, moi, j'avais toujours une vision un peu de la méritocratie, c'est-à-dire, ben, je travaille, mon boulot me plaisait énormément, ça me passionnait, je faisais des heures pas possibles, mais voilà, je travaillais dans plusieurs pays, c'était hyper intéressant. Et d'un coup, on te dit, ben non, on te donne pas un grade parce que t'es trop jeune. Là, ça a tout changé dans ma tête. Je me suis dit, ok, 2 mois après, j'ai démissionné. J'ai changé j'ai été appelé par une autre société. Ça a été radical. Ça a été un peu radical. Maintenant, avec le recul, c'est vrai que ça fait beaucoup de déclics dans ma tête. Ce côté-là, en me disant, bon, mais c'est pas grave, hein, j'ai été chassé par d'autres sociétés, donc j'ai ouvert la porte à d'autres sociétés. J'ai changé d'emploi à ce moment-là. J'ai réussi aussi à revaloriser mon salaire à ce moment-là. Okay. Et je me suis dit, ok, maintenant, plutôt que rester dans cet état d'esprit que j'avais avant, j'ai mon état d'esprit qui a changé en me disant, je fais de l'immobilier à fond, je fais mes 35 heures, 39 heures, tel que j'ai dans mon contrat salarié, je fais bien mon boulot, je réponds aux attentes de mes responsables, mais à côté, le matin avant d'aller bosser, le midi et le soir, le week-end, à fond IMO, que ce soit à distance par des recherches, des analyses ou sur le terrain pour les week-ends. Je fais que ça, je monte au maximum de mon endettement, de ma capacité que je peux accumuler l'immobilier. Et ensuite, ça me laisse le choix. Je n'étais pas dans une idée de quitter forcément mon boulot, mais pour moi qui adore les voyages, c'était plutôt de me dire, si demain j'ai envie de partir 6 mois en voyage et travailler du coup 6 mois dans l'année, que ce soit en consulting ou peu importe, mais financièrement, grâce à l'immobilier, je peux le faire. Je ne me mets pas de pression financière. C'est une recherche de liberté aussi, d'une certaine façon. Exactement. Ce n'était pas la recherche 100% liberté, parce que le travail que je faisais me plaisait quand même d'être avec des cultures différentes et des très gros projets stimulants comme ceux dans lesquels j'étais. Mais vraiment, plutôt de me dire, d'avoir le choix. De me dire, si demain j'ai envie, pendant 3 mois, 6 mois, de partir, de prendre une pause, de voyager, je peux financièrement me le permettre. Et en fait, donc, c'était tout l'état d'esprit de 2018 jusqu'à début 2021, on va dire à peu près. Ok, et du coup, le fait de partir plusieurs semaines, comment tu as fait pour justement la gestion des biens que tu as actuellement en location et pour gérer un peu tes investissements, parce qu'on parle de revenus passifs. L'immobilier, ça peut être un revenu passif, mais ça consacre quand même, il faut y consacrer un peu de temps pour tout gérer. Donc toi, comment tu as fait en étant à distance? On a beaucoup cherché. On a beaucoup cherché de comment se libérer de cette charge mentale et de ce temps. De gestion, parce que la problématique qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens se concentrent surtout sur l'acquisition, mais en fait, ça prend 3 à 9 mois l'acquisition d'un bien. Mais après, la détention, l'exploitation, c'est 1, 2, 5 ans, 7 ans. Et donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Donc, en 2019, on a racheté 4 immeubles sur 6 mois en 2019. Et à partir de l'été 2020, c'est là où on a eu un peu tous les immeubles en même temps d'exploitation, tous ces immeubles-là. Donc, on avait une vingtaine de lots. Et on s'est dit, OK, c'est bien, on a des lots, mais maintenant, il faut pouvoir gérer les départs, les arrivées des locataires. Oui. Même si c'était de la longue durée qu'on faisait de la location là en meublé classique, on avait quand même des turnovers dans les appartements. Et moi, mon but, c'était de me dire, si j'ai une liberté, c'est pas forcément pour aller me créer un deuxième travail derrière. Donc, on a réfléchi petit à petit ce qu'on pouvait mettre en place. La première chose, c'était de trouver, comme on était à distance, Perpignan, moi j'habitais à Paris à l'époque, donc il y a 5 heures de train, 800 km, donc je peux pas en un claquement de doigts descendre s'il y a un souci. Donc la première chose, c'était vraiment de trouver une personne sur place qui soit un peu, nos yeux, nos oreilles, mais qui puisse effectuer des visites, notamment des nouveaux locataires. C'était vraiment la toute première délégation, donc trouver quelqu'un qui s'occupe, dès qu'on avait un locataire qui partait, de pouvoir au moins effectuer les visites et mettre en place le nouveau locataire. Donc c'était pas une agence immobilière, c'était une personne que tu avais vue sur Le Bon Coin par exemple? Oui, parce que sur l'agence immobilière, en fait, pour avoir effectué le travail pendant 3-4 ans
de gestion, on va dire, locative des biens qu'on avait. La partie mise en location est vraiment la partie la plus chronophage parce qu'il faut mettre l'annonce sur les sites, répondre aux appels, sélectionner, récupérer le dossier locatif, etc. Faire les visites. Donc là, en termes de tout ce qui est avant, on peut le faire à distance, mais visite sur place et l'état des lieux d'entrée. Ça prend quand même beaucoup de temps sur un temps qui est assez réduit en fait. Ça prend beaucoup de charge mentale sur un temps qui est assez réduit. Par contre, une fois qu'on a bien sélectionné le locataire, pour nous, honnêtement, la partie gestion locative, le reste de l'année, ça, je suis en train de calculer dans ma tête, mais ça prend, allez, une heure par mois et encore. Les quittances, on les fait pour les locataires. Il y a peut-être régularisation de charges de temps en temps, mais c'est assez passif là-dessus. Donc, l'agence immobilière, elle, dans sa prestation, donnait, on va dire, 6%, 6 à 8% par mois de notre chiffre d'affaires, directement le chiffre d'affaires, à une agence immobilière. Donc, j'ai fait rapidement le calcul. Je crois qu'on était à, j'ai plus en tête, mais on va dire 400 ou 500 euros, peut-être 300 euros par mois, je prends un exemple. Le temps que j'y passais ne valait pas cet argent-là. Donc, ça me permettait de garder ça pour nous pour l'instant. Ouais, donc tu as réussi en fait à déléguer la partie la plus chronophage qui est en fait la mise en location en elle-même et ensuite de garder la gestion pour le peu qui reste, quoi. Exactement. Et puis après, les questions vont se poser aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, c'était la vision qu'on avait en 2019, donc on avait une quinzaine de lots. Là, maintenant qu'on monte à une quarantaine de lots, peut-être se dire que vu qu'on a sur la quarantaine, on a une bonne partie qui est sur Perpignan. Est-ce qu'il y aurait une agence immobilière sur un partenariat, sur du volume, qui nous propose, on va dire, une prestation moindre et nous tout déléguer d'un coup? Ça dépendra aussi du temps que ça nous prend et du temps qu'on a besoin d'allouer sur d'autres sociétés ou d'autres business à côté. Ouais, c'est sûr qu'avec le volume, tu n'as pas les mêmes arguments aussi. Et aujourd'hui, tu disais, du coup, tu as une quarantaine de lots, c'est ça? Oui, on est donc sur notamment plusieurs immeubles. C'est pas forcément une stratégie en tant que telle d'acheter de l'immeuble, mais dès qu'on en a eu un ou deux sur la ville de Perpignan, rapidement, c'est le type de bien qu'on a attiré, on va dire, des agents immo, de nos recherches. Et c'est surtout qu'en fait, le coût de l'immobilier était peu cher à l'époque, il est toujours aussi. Et donc, faire toute une opération d'acquisition immobilière dans les 50 000 euros pour un appartement et encore, pour avoir 50 ou 100 euros de cash flow par mois, ça valait pas le coup, puisqu'on allait penser le même temps chez notaire, le même temps à la banque et le même temps quasiment pour travaux et mise en location grossièrement. Donc, on est naturellement parti sur des immeubles, beaucoup d'immeubles sur ce secteur-là. Et après, moi, j'en ai racheté à titre personnel dans le centre de la France. Donc, on arrive aujourd'hui à d'acquisition une quarantaine de lots. Et je rebondis là-dessus. Sur tous les lots que tu as achetés, tu en as acheté pas mal. Quelle est pour toi la plus grosse erreur que tu aies faite et la leçon que tu en retires? La plus grosse erreur, celle qui... Alors, ça va être un peu financièrement une charge mentale. Du coup, elle combine un peu les deux. Ça a été sur le choix d'une locataire. Ok. Sur le choix d'une locataire, dans le sens où c'était une période creuse. On était entre novembre et décembre, novembre 2019 et février 2020. La locataire qu'on avait mis l'été en place, donc sur un des premiers appartements, comme étant meublé, etc., part parce qu'au niveau de la faculté, elle avait trouvé des nouvelles études. Et donc, on se retrouve une période creuse. Donc, on se dit, bon, on a quand même envie de louer. Il y a beaucoup moins de demandes à ce moment-là. Et on a moins pris le temps. Et puis, on avait moins l'expérience qu'on a aujourd'hui sur la sélection du locataire. C'était une petite jeune qui arrivait, etc. Et on avait pris donc la maman en tant que garant. Donc, on se dit, voilà, une jeune parent en tant que garant. Oui, situation classique. Situation classique. 80% des investisseurs, je pense qu'on est sur ces profils-là. C'est top. La petite jeune n'était pas étudiante, en plus travaillait. Donc, elle avait quand même elle-même en plus un revenu. Et en fait, au bout de 3 mois, plus aucun paiement. Plus aucun paiement. Bon, nous, on relance gentiment 1 fois, 2 fois. Et en fait, au bout d'un mois, elle ne répondait plus. La maman ne répondait plus non plus, etc. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de charge mentale parce qu'à ce moment-là, on sait le temps que ça prend pour l'expulser. C'est-à-dire 2 ans quasiment pour expulser, même s'il y avait un garant derrière. Parce qu'au final, d'avoir un garant physique, si le garant n'est pas solvable, ça sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, on a quand même un peu stressé dans le sens où on se dit, bon, à ce moment-là, il faut prendre des décisions. On avait plusieurs choix.
Le premier qui était, on va dire, le plus catégorique, c'était de lancer une procédure judiciaire pour expulsion, mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Et nous, on l'a plutôt réfléchi dans un sens de se dire, OK, bon, OK, elle doit 3 mois de loyer, ça faisait à peu près 900 euros. Il vaut mieux arrêter l'hémorragie maintenant, donc arriver à négocier, on va dire, pour qu'elle parte, quitte à lui faire cadeau de ces Ouais. 900 euros, récupérer le bien et remettre un bon locataire et redémarrer sur des bonnes bases. Et le risque qu'on a à ce moment-là, c'est dans la gestion, on va dire, avec la personne, c'est la dégradation du bien. Parce qu'on a compris que de toute façon, on récupérait pas d'argent ou très peu d'argent. L'appartement venait d'être rénové. Ouais. Là, dans celui-là, on avait fait les travaux. Et donc, se dire, bon, au final, OK, elle nous donne 900 euros, mais si elle fait 3, 4, 5 000 euros de dégradation, Ouais. c'est beaucoup plus embêtant. Plus le temps de relouer derrière, le temps des travaux. Donc, on a réussi tout doucement. Il y a la tante qui est rentrée en jeu pour un peu, voilà, qu'elle fasse prendre raison, on va dire, donner que la locataire et la mère un peu prennent conscience des conséquences qu'elle pourrait avoir si on lançait une procédure, etc. Et donc, bon, on a remis un mois de plus à tout négocier. Elle a retrouvé un logement ailleurs, elle nous a rendu les clés. L'appartement était, on va dire, à peu près propre, relouable quasiment en l'état. Mais ouais, ça a été on va dire une des plus grosses erreurs parce que ça nous a mis pendant 2-3 mois Ok. une forte charge mentale. Et quel est, pour toi, quel est l'élément qui a fait que ça s'est pas bien passé sur le casting du locataire, quoi. Alors, je pense que le casting était pas trop mauvais. Je pense que ça a été la sélection du garant. En fait, on s'est rendu compte après, le garant nous a donné des documents qui étaient faux. Ok, ouais. On a essayé d'appeler son employeur, elle travaillait dans un restaurant, elle était partie en Corse, et on a essayé d'appeler, elle a dit non, mais ça fait 4 mois qu'elle travaille plus. Là, ou 5 mois, enfin, ça fait un moment, donc déjà avant même qu'elle nous donne, au moment où elle nous a donné le document, elle travaillait plus là-bas. Donc pas assez de vérification de notre côté sur ça, on avait fait un peu trop confiance. Et peut-être après le profil de la locataire, dans le sens où elle travaillait mais un petit job, donc est-ce que ça allait durer longtemps ou pas? Parce qu'on comprenait que c'était elle qui payait. Et le dernier point, maintenant on y fait très attention sur toutes les nouvelles personnes qui nous appellent pour le logement, c'est les gens qui sont pressés. La maman, elle m'appelait 4 fois par jour quasiment pour lui réserver l'appartement, lui garder l'appartement parce que sa fille en avait besoin, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que plus les gens vont être pressés, plus il y a peut-être quelque chose qui cloche derrière. Et en général, moi, ce que je fais quand les locataires sont déjà de Perpignan, par exemple, et recherchent mon logement qui est sur Perpignan, je demande à avoir le contact de l'ancien propriétaire et de comprendre pourquoi ils partent de l'ancien logement. Parce que peut-être qu'ils veulent plus grand, ils veulent changer, etc. Très bien. Mais voir si ça s'est pas mal passé Ouais, s'il y a avant. pas une autre raison. S'il n'y a pas cachée. une autre raison. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant, dans 80% des cas, soit on n'a pas le contact de l'ancien propriétaire, donc c'est qu'il y a quelque chose, soit on l'a et le propriétaire dit bon, c'était bien, mais on a dû le relancer souvent pour les loyers, etc. Ouais. Donc les gens pressés, on évite ou au moins on essaie de creuser un peu plus. Ça, c'est une des grandes peurs aussi des personnes qui souhaitent investir, d'avoir des loyers impayés, enfin, que les locataires ne payent pas, qui dégradent les logements. Il y a des outils pour ça, pour vérifier un peu le profil des locataires. Donc après, ça se fait aussi au feeling. Mais je sais qu'on peut vérifier, par exemple, quand on demande L'avis d'imposition. exactement, l'avis d'imposition, on peut le vérifier auprès du site impôt.gouv pour voir si la référence fiscale est vraiment réelle. Et la bonne, exactement. Du coup, on apprend, comme tu dis, Ouais. de ces erreurs. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on a un avis d'imposition, on peut aller, on tape sur Google, vérifier avis d'imposition. En tapant juste le numéro, on a le nom de la personne et le revenu de référence. Ouais. Donc, rapidement, on voit déjà, ça n'a pas été falsifié. Si on a des fiches de salaire, on va appeler l'employeur rapidement. On voit si les numéros de sécurité sociale correspondent entre les différents documents, parce que c'est un peu notre numéro d'identité en fait en France. Sur les quittances de loyer aussi, appeler l'ancien propriétaire. Voilà, les quittances de loyer. Et si c'est une location meublée aussi, normalement, il doit y avoir un numéro sirène. Exactement. Sirette. Donc ça doit être enregistré sur Papers ou société.com et on peut vérifier ça. Si ça y est pas, c'est que on peut récupérer ça, exactement. Et du coup, comme tu le dis, ne vous fiez pas aux quittances de loyer sur le bon paiement de votre locataire parce que potentiel nouveau locataire par rapport à son ancien logement,
Parce que demain, n'importe qui, je vous fais une quittance de loyer, je mets un gris-gris en bas pour dire que j'ai signé, et vous n'avez aucune confirmation. Ouais. Hein, voilà, Complètement. c'est Il faut aller beaucoup plus loin dans la sélection et la vérification des profils. C'est Pour ça. pas avoir ce que tu as vécu, quoi. C'est exactement. ça. Et je pense que aussi mettre en adéquation l'énergie qu'on va passer à la vérification, peut-être aussi avec des fois c'est le secteur aussi où on loue où il y a plus de risques d'impayés que d'autres quoi. Donc plus on est dans un secteur risqué et plus je pense qu'il faut passer d'énergie aussi à. Et j'aime bien cette vision-là parce que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui recherchent de la rentabilité, Ouais, c'est clair. Et je répète une phrase depuis quelques mois, c'est que la rentabilité va avec le risque. Le risque, il peut se mettre sous plusieurs formes, beaucoup de travaux, tension locative faible, un immeuble par exemple, ou même le temps qu'on va avoir en gestion, en colocation ou location courte durée, on va amener du risque parce qu'on doit passer beaucoup plus de temps. Et il y a un côté qui est, on va dire, quartier ou ville plus populaire. Et donc c'est naturel que si on a des locataires qui seront potentiellement moins, on va dire, moins attrayants, moins bons qu'une ville comme Toulouse, par exemple, un centre-ville, on sait que ce sera plus simple d'avoir de bons locataires. Mais on sait le risque. Du coup, le risque, c'est d'avoir des locataires qui ne soient pas forcément top et qui fassent. Du coup, la contrepartie, c'est de passer beaucoup plus de temps sur la sélection. Et nous, la leçon qu'on retient là-dessus, c'est qu'il vaut mieux attendre 2 semaines à trouver vraiment le bon locataire. Ouais, complètement. Aujourd'hui, on le voit sur comme je te disais, hein, tout à l'heure, le premier logement à Perpignan, donc j'ai vu que 2 ou 3 ans après, on a une personne, un locataire à l'intérieur, il y est depuis 2016. Aucun souci avec lui depuis maintenant 7 ans. Et voilà, et c'est vrai que un bon locataire peut faire vraiment la réussite du projet parce qu'on calcule son cash flow, mais au final, si on a un locataire qui ne paye pas ou une vacance locative pendant 3-4 mois, ça y est, ça Complètement. met tout à l'envers. On est d'accord. Ouais, c'est vrai que sur cette notion de rentabilité risque, on a l'impression qu'il y a pas, enfin, il y a certains investisseurs qui ont tendance à l'oublier en fait, qui dissocient le rendement du risque en fait, qui se disent, enfin, qui vont chercher que de la renta ou du cash flow, mais En oubliant le risque. En oubliant le risque, ouais, qui vont pas qui font pas toute la démarche. Et c'est pareil, hein. Quand vous louez en Airbnb, ouais, les rendements sont plus élevés, mais il y a aussi plus de risques sur l'exploitation. Il y a aussi des quartiers où ça va être vraiment pas cher, donc on se dit ça va être intéressant pour louer parce qu'on va avoir des très gros rendements. Et derrière, quand vous allez, quand on va essayer de revendre, ça va être hyper compliqué, Ouais. on va mettre du temps, on va pas le vendre au bon prix, etc. Carrément. Donc il faut prendre aussi, je pense, les projets dans leur globalité, quoi, et pas que sur l'exploitation. C'est ça, et en fait, comme tu dis, hein, en fonction du secteur où tu vas aller, c'est comme le locataire qui est pressé, comme on disait tout à l'heure, qui est pressé pour louer. Maintenant, avec le recul, on se dit il y a peut-être un risque derrière, donc on va analyser plus en profondeur. Là, c'est pareil, si vous trouvez des projets avec des fortes rentabilités, peu importe où en France, peu importe quel type de projet, dites-vous toujours que, ok, c'est très bien, il y a les chiffres, je les pose, je les analyse, mais posez-vous plus de questions sur il y a forcément un risque derrière. Alors, peut-être que c'est juste une petite ville, ça va être plus difficile à louer, mais vous faites une annonce test sur le bon coin, vous vous rassurez sur la tension locative. Peut-être c'est uniquement parce qu'il y a des gros travaux, et du coup, vous avez quand même dépensé beaucoup d'énergie pour faire des gros travaux, mais après, vous avez amené la valorisation bien, donc c'est normal qu'il y ait une rentabilité plus élevée. Mais voilà, comme tu dis, il faut creuser plus, avoir la vision globale du projet pour prendre une décision. Ouais, carrément. Et je voulais savoir un petit peu aussi, toi, quelle était ta vision du marché aujourd'hui, à date, hein, donc on va dire début 2023. Voilà, on sait qu'on est dans une période qui fait peur à beaucoup de monde, on est en période de hausse des taux. Alors c'est sûr, ceux qui ont commencé en 2020, ça fait bizarre, mais ouais, on a une période où les taux remontent. Un prix de l'immobilier qui est assez cher, Ouais, voilà, qui est assez élevé aujourd'hui. qui est assez élevé. Des nouvelles mesures qui commencent à être applicables là, début janvier 2023 pour ce qui est de la loi climat, etc. Donc toi, quelle est ta vision du marché aujourd'hui globalement? Alors aujourd'hui, je vois 3 impacts majeurs. Je vois le tout premier qui a été, c'était les conditions du HCSF, donc du Haut Conseil Stabilité Financière, qui a venu, on va dire, dès début 2021 mettre des préconisations pour notamment, le plus gros des impacts, c'était le taux d'endettement à 35%. Taux d'endettement à titre particulier à 35%, qui a, dans un premier temps, on va dire,
bloquer les multi-investisseurs à titre particulier. Bon, nous, même si c'était en société, comme on était société sous format IR, on était à titre particulier. Ouais. Et donc, ce qu'on a pu faire en 2019, enchaîner des biens, etc. Donc, on était cadre, donc on avait une masse salariale importante, un endettement qui pouvait suivre. Mais pour une personne toute seule qui voulait se lancer, rapidement, ça a bloqué au bout du peut-être deuxième, voire troisième projet. Donc ça, c'est vraiment ce qui a freiné et du coup, qui freine, on va dire, un peu le volume de transactions immobilières. Le deuxième, ça a été, comme tu le disais, ça a été toutes les normes climat donc, qui démarrent aujourd'hui, mais on l'a eu depuis septembre 2021 avec la refonte du DPE, du diagnostic performance énergétique. Là, la problématique qu'on a, c'est que du coup, des biens auxquels, honnêtement, moi de mon côté, j'avais toujours eu des DPE vierges dans mes anciens biens. Donc, je ne sais même pas d'ailleurs dans quel état ils sont aujourd'hui. Mais maintenant, on y fait beaucoup plus attention. Et donc, moi, j'ai déjà vu des biens qui étaient entièrement rénovés. Et la personne vendant donc, est obligée de faire le nouveau DPE et se voyait en F ou en G parce qu'on n'avait pas forcément isolé. Parce qu'on n'avait pas du tout pas cette vision, mais en gros, cette notion d'isoler quand on rénovait en 2018 ou 2019. Donc là-dessus, ce que ça va engendrer un peu, c'est que professionnaliser un petit peu, où ça va, on va dire, récompenser les personnes qui apprennent à comprendre ce DPE, qui apprennent à se dire quelles vont être les solutions. Par exemple, j'achète un bien qui est un DPE G, on pourra en parler un petit peu de nous, ce qu'on met en place comme process là-dessus, mais des DPE qui sont en G, ça va faire peur à beaucoup de personnes, et tout ce qui fait peur à beaucoup de personnes, c'est une opportunité pour d'autres. Donc je pense que ce sera des réelles opportunités, mais ce sera l'expérience d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Bon, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il y a encore 70% des notes DPE qui sont erronées du calcul, de la façon de calcul. Pour donner une anecdote, j'ai acheté le dernier bien qu'on a acheté, c'est un immeuble, 2 appartements F, 1 en G. J'ai fait juste après l'acquisition authentique, j'ai fait passer mon diagnostiqueur. En fait, on en a 2 en E et un F. L'immeuble, il n'a pas bougé. C'est juste qu'on a un diagnostiqueur qui va aller chercher plus en détail quel type d'isolation a été mise au niveau de la toiture, dans les murs, etc. Que le premier diagnostiqueur, il a juste fait un tour, les appartements étaient loués, donc il n'a pas regardé en détail, il a mis valeur par défaut un peu partout. Ça, on va dire, a eu un impact très négatif sur les notes. Et nous, le diagnostiqueur a fait un vrai DPE, entre guillemets. Et donc, on était déjà en E et on avait gagné une note juste grâce à ça, une lettre, juste grâce à ça. Et le troisième impact que je vois et là, on va voir énormément sur 2023, c'est la hausse des taux. C'est la hausse des taux qui vient un peu avec la partie du HCSF. L'impact que je vois directement, c'est une baisse de volume, on va dire, des transactions immobilières, parce que j'ai fait un calcul la dernière fois. Pour un bien aujourd'hui à 170 000 euros sur 20 ans, à un taux aujourd'hui actuel à peu près de 2,5, on a une mensualité de 735. Donc pour cette mensualité, on peut emprunter 170 000 euros. À l'époque Alors, même pas, en fait, j'établis dans 6 mois. Plus même dans le sens, dans 6 mois, je pense en fin d'année, on arrivera à peu près à 4%, voire même avant. 4% pour la même mensualité, au lieu de pouvoir emprunter 170, on peut emprunter que 145. On perd 25 000 euros on va dire, de capacité de financement juste à cause de la hausse des taux. Et encore là, c'est juste 1,5 point, mais ça peut monter, quoi. Voilà, juste 1,5 point. Et le gros impact que tout le monde pense que c'est une bonne nouvelle, et je suis un peu avis contraire et totalement, c'est le taux d'usure qui aujourd'hui aussi bloqué pas mal de personnes. Bon, on va pas revenir dans le détail du calcul, mais voilà, c'est un taux qui, à la base, protégeait le particulier. La banque ne peut pas établir le taux qu'elle veut, mais était révisé que tous les 3 mois. Maintenant qu'il est révisé tous les mois, il va permettre aux banques de rapidement pouvoir augmenter aussi plus rapidement leur taux et donc d'aller approcher ces 4%, je pense, plus vite que la fin de l'année. Ok. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas au fait de ce qu'est le taux d'usure, je vais juste le rappeler rapidement. En fait, c'est un taux qui est calculé par la Banque de France et qui, à la base, comme tu l'as expliqué, permettait de protéger en fait les emprunteurs contre, on va dire, des pratiques bancaires trop malhonnêtes, quoi. Enfin, en fait, voilà, c'était juste pour réguler un petit peu ce marché-là.
Et sauf qu'ils se sont rendus compte on s'est rendu compte là, surtout en ce moment, en période de montée des taux, la méthode de calcul n'était pas actualisée assez souvent, ce qui faisait que les taux montaient trop vite par rapport au taux d'usure. Et voilà, et les banques ont pour consigne de ne pas pouvoir emprunter au-delà de ce taux-là. Donc ça a bloqué des dossiers même de gens qui avaient des très bonnes situations. Voilà. Et comme tu disais, là, ils sont en train de modifier le calcul. De modifier le calcul, c'est ça. Et pour rebondir sur le fait que les taux vont augmenter, avec la différence que tu expliquais aujourd'hui, si on emprunte, même si c'est 2,5, c'est OK. Dans 6 mois, peut-être qu'on perdra 25 000 euros sur un projet immobilier, quoi. Enfin, sur notre capacité, Sur la capacité, à se faire financer. Et du coup, les personnes qui... ça me fait penser à ça, les personnes, parce que moi, il y en a beaucoup qui veulent... j'entends beaucoup de personnes qui souhaitent l'opération parfaite, à avoir des rendements à 12, 13, 15%. Alors que si finalement, ils se contenteraient d'une opération à peut-être 8, 10%, ils pourraient commencer à rembourser de la dette et à moins perdre sur leur capacité d'endettement dans le futur, quoi. C'est ma deuxième phrase en ce moment. C'est aujourd'hui, il vaut mieux un projet à 8% maintenant qu'un projet à 10% à la fin de l'année. Ouais. Parce que juste en termes de cash flow pur, et même là pour les gens qui regardent que le cash flow, etc., aujourd'hui vous avez un projet à 8% avec un taux à 2,5%. Faites le calcul avec un projet à 10% avec un taux de 4% au niveau du taux d'emprunt bancaire. Complètement. Vous aurez la même chose en termes de cash flow. Sauf que vous allez payer beaucoup plus d'intérêts à la banque. Et puis en plus, tu auras commencé avant, donc au final, tu auras commencé à amortir ton bien. Ouais. De toute façon, je pense que le meilleur allié de l'investisseur immobilier, c'est le temps, hein, c'est pas le rendement, quoi. Ouais. Vaut mieux commencer tôt, comme tu disais, que essayer de trouver l'OP parfaite qui arrivera jamais, quoi. Complètement. Et ce qu'on aime bien dans ton profil aussi, Joris, c'est que finalement, t'es rentré dans ce milieu-là un peu en autodidacte, et puis surtout, t'as testé. T'as beaucoup testé, que ce soit les différentes stratégies, différents types de sociétés, différents types d'exploitation. Aujourd'hui, si tu devais commencer maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préconiserais pour quelqu'un qui veut se lancer maintenant ? Oui, donc c'est vrai que on a fait beaucoup de stratégies parce qu'on a fonctionné surtout aussi à l'opportunité et à la vision de pourquoi en fait on faisait l'immobilier à ce moment-là. Donc au début c'était vraiment retraite, après c'était pour libérer un peu de temps et puis après on a un peu plus enchaîné parce que je voulais libérer complètement mon temps par rapport à mon salariat. Et aujourd'hui, déjà ce que je préconiserais, c'est vraiment aux personnes qui veulent se lancer, qui veulent démarrer, c'est de se poser les bonnes questions de pourquoi ils veulent faire l'immobilier, de vraiment passer du temps là-dessus. Est-ce que c'est pour avoir... Parce que beaucoup pensent que le cash flow, ils pensent qu'ils veulent un revenu de suite. Et en discutant un peu avec les personnes, tu dis, mais en fait, est-ce que tu vas avoir une perte financière d'un côté et tu as besoin du coup d'avoir 300 euros, 400 euros par mois tout de suite? Non, peut-être dans 4, 5 ans ou un peu plus longtemps. Et donc c'est vrai que cette notion de cash flow, souvent, c'est parce qu'on le voit sur les réseaux, mais les personnes n'ont pas réellement besoin. Donc se poser vraiment la question de pourquoi je fais l'immobilier, comme tu le disais, au final, les personnes elles se rendent compte que c'est pour plus tard et c'est une sécurité, c'est une vision un peu plus lointaine. Et premier point, donc pourquoi. Deuxième, c'est vraiment la capacité de financement. Aujourd'hui, je veux me lancer dans un projet immobilier. Regardez, vous avez des sites internet qui le font, vous pouvez aller voir démarcher votre banque ou un courtier si vous le voulez, mais prenez conscience réellement de la capacité financière que vous avez, puisque à partir de pourquoi vous voulez le faire, la capacité financière. Et le troisième élément, c'est le temps et l'énergie que vous avez et que vous allez pouvoir allouer à votre projet. Comme on le dit, le temps, et encore plus aujourd'hui en 2018, que j'ai emprunté en janvier 2018 ou en décembre 2018, j'avais peu d'impact, le marché immobilier augmentait pas énormément, il y avait peu d'évolution des taux d'emprunt, donc j'étais moins pressé par le temps. Aujourd'hui, honnêtement, il y a une grosse pression sur le temps, et si on veut investir en immobilier, en général, on est tous salariés ou dans une activité annexe, on va dire, qui nous prend la majeure partie de notre temps. Vraiment avoir conscience du temps et l'énergie qu'on peut passer dessus, et de pourquoi pas se dire, si je veux vraiment faire l'immobilier, soit de se prendre du temps
obligatoire pour le faire, soit peut-être d'être accompagné, ou même de pouvoir passer sur un premier projet, on va dire, clé en main, où oui, on aura peut-être une moins bonne rentabilité que si on le faisait nous-mêmes, mais au moins, ce sera fait et on sera passé à l'action. Et peut-être que 6 mois après, on aura plus de temps et on pourra le faire nous-mêmes. Mais vraiment, voilà, ces trois, on va dire, questions. Donc, le temps qu'on peut allouer, le budget qu'on peut avoir et pourquoi on le fait, un peu notre stratégie. C'est vraiment les 3 points importants. Donc après, en général, on va essayer de commencer par petit, 2 heures autour de chez soi. Parce que déjà, c'est beaucoup de contraintes, l'investissement immobilier, c'est la banque, le notaire, les visites, les travaux, la mise en location. Je me replonge au moment où j'en avais jamais fait. Si je m'étais dit dès le départ, je fais à 600 ou 700 km. Non, dans la durée, tu tiens pas. Et à la durée, on ne tient pas. C'est compliqué à mettre en place. Et pour moi, la France entière est intéressante. On va me dire, c'est où qu'il faut acheter, c'est où que c'est intéressant, etc. La France entière est intéressante tant que vous achetez au bon prix. La rentabilité, c'est la ville ou c'est le secteur qui l'a fait. C'est pas le projet, entre guillemets. Si vous avez une ville comme Toulouse qui est à 4% de rentabilité, n'espérez pas avoir pour la location classique un 10%, vous l'aurez jamais. Par contre, à 1 heure autour, vous pourrez trouver des villes un peu plus petites, etc., un peu plus rentables. Mais ne vous rajoutez pas plus de contraintes qu'il y en a déjà avec un investissement, on va dire, classique dans l'immo. Ouais, complètement. Et le maître mot, comme tu l'as dit, c'est le passage à l'action. Aujourd'hui, vraiment, quelqu'un qui veut se constituer un patrimoine, sans parler de cash flow, parce que le cash flow, voilà, on en parle beaucoup sur les réseaux, ça a été un peu le maître mot de 2019 à 2022. Mais aujourd'hui, la tendance s'inverse un peu. Et se constituer un patrimoine, ta vision du départ, quand tu as commencé finalement à investir en 2016, c'était se constituer un patrimoine pour plus tard. Et aujourd'hui, voilà, déjà même en ayant une opération blanche, toujours en maîtrisant le risque, si c'est bien placé dans la ville, avec des profils de locataires un peu plus sécures, voilà, une opération blanche, déjà, c'est super. Et ce qu'on oublie aussi de regarder, c'est l'amortissement et l'enrichissement latent finalement. Et comme tu le dis, au final, en prenant le recul, c'est vrai que ces premières opérations, en fait, le fait d'avoir commencé en 2016 et d'avoir ensuite enchaîné sur celle d'après, plutôt vers 2019, en termes d'enrichissement latent et ce qu'on rembourse à la banque, sont quand même fou, assez impressionnantes. Et en parlant de cash flow, quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, en fait, c'est que à l'époque, en 2019, nous, on empruntait sur 25 ans. Sur 25 ans, quand vous faites le calcul de cash flow, un projet sur 25 ans, je prends des chiffres un peu au hasard, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. J'avais un projet, je dégageais 400 € de cash flow par mois sur 25 ans avec un taux à 1%. Aujourd'hui, le même projet, la même rentabilité, le même prix d'acquisition, etc., on peut quasiment plus emprunter que sur 20 ans dans 80% des cas. On va éviter les exceptions. Sur 20 ans à 2,5%, le projet n'a plus de cash flow. Mais pour autant, oui, c'est le même projet. Pourtant, c'est le même projet. Et de 2, c'est aussi de se dire qu'en fait, ce cash flow, il n'a pas totalement disparu. En fait, votre projet, c'est pas qu'il est plus rentable, le fait qu'il dégage plus 400 € par mois. C'est juste que sur ces 400 €, en fait, il y a 50 € de plus d'intérêt. Ok, donc vous aurez normalement plus que 350 € par mois. Mais 350 €, vous les voyez plus parce qu'en fait, comme tu dis, ils remboursent la banque. Ils remboursent en fait le capital que vous avez emprunté à la banque. Et c'est ça l'enrichissement latent. C'est pas uniquement regarder ce que vous allez dégager en trésorerie tous les mois, mais c'est se dire, en fait, moi, je regarde, en fait, chaque mois ou chaque année, si demain, je vends le projet, même au prix où je l'ai acheté initialement, tout ce que ça m'a compris, sans compter l'évolution du marché, etc., quel est mon enrichissement? Et ça, je fais beaucoup de calculs pour les personnes que j'accompagne ou sur des projets un peu clairs. Mais en fait, on leur fait comprendre que peut-être que vous avez que 0 € de cash flow aujourd'hui, mais en fait, sur 5 ans, vous avez, si vous revendez le même prix que vous avez acheté, donc vous achetez au bon prix, vous vendez le même prix, vous aurez capitalisé 20, 30, 40 000 auprès de la banque directement. Exactement. Je viens de faire un petit calcul là sur le bien que j'avais acheté, mon premier bien, la maison T3. Du coup, c'était une opération blanche. Même, je rajoutais un petit peu de ma poche, très, très léger. C'était à coût de 20 ou 30 € par mois. Mais je l'ai revendu au bout de 5 ans. Et au final, j'ai pris un petit billet de 30 000 € net d'impôts.
Donc en enlevant l'imposition, et ce qui représente 500 € par mois finalement sur 5 ans de cash. Donc si on en revient à ce que tu dis, c'est comme si j'avais pris 500 € de cash flow par mois. C'est juste que c'est un peu différé. C'est à leur revendre du bien. Et ça me fait penser aussi à beaucoup de personnes qui essaient de comparer par rapport à leur salaire sur la partie cash flow. Comme tu l'as dit, là, tu as eu 500 € par mois net d'impôt directement dans ta poche. Aujourd'hui, quand vous avez votre salaire qui est payé, il y a un salaire déjà brut, vous enlevez toutes les cotisations sociales, etc. Vous arrivez à un salaire net sur lequel, derrière, on va vous prendre de l'imposition sur le revenu, en général 30% dessus. Alors que là, on est vraiment sur du net. Ah oui, complètement. Et c'est du surplus directement. J'ai été imposé 38,2 parce que j'ai eu une surtaxe parce que c'était plus de 50 000 € de plus-value. Voilà. Ça de faire trop de gros projets. Faire attention. Ok. Et là, pour en revenir aux conditions actuelles, est-ce que toi, tu as des... je sais pas si on peut dire des conseils, mais pour le financement en ce moment, parce qu'on sait que voilà, certes, ça s'est resserré. Bon, après, nous, on le voit, que ce soit pour nous, pour les gens qu'on accompagne, c'est toujours faisable. Voilà, comment tu vois les choses par rapport à ça? Est-ce que pour toi, déjà, c'est plus dur qu'avant? Et est-ce que tu as des conseils pour les gens qui arrivent dans cette phase-là? Personnellement, pour moi, c'est un peu plus dur qu'avant, vu que j'ai arrêté de travailler. Donc, du coup, il y a plus la partie salaire et CDI qui vient. Mais non, pour répondre un peu plus sérieusement, oui, c'est donc dans les personnes de mon entourage ou que j'accompagne qui sont en train de demander des financements actuellement. C'est plus difficile. Pour moi, je donnerais 2 conseils. Le premier, en fait, il faut se dire que déjà, comprendre que la banque, elle ne gagne rien à faire un prêt immobilier. Vraiment que les gens comprennent que la banque, aujourd'hui, alors je prends l'époque des taux à 1%, mais là, on va être à peu près pareil, parce qu'ils empruntent l'argent au même taux qu'ils le revendent, on va dire, entre guillemets. Mais la banque commence à gagner de l'argent à partir de la 7e année du prêt immobilier. Donc, si vous revendez avant 7 ans, elle a gagné 0 €. C'est quand même beaucoup de temps pour elle de monter un dossier bancaire, de toutes les pièces, de tout mettre en place, etc. Donc, dites-vous qu'en fait, là, vous demandez à la banque de faire un travail pour lequel elle ne va pas gagner d'argent. Donc, déjà, préparez au maximum en amont le dossier bancaire, votre profil, etc. pour montrer au banquier, déjà dans un premier temps, parce que le banquier, c'est un salarié comme tout le monde, que avec vous, avec votre projet déjà, vous lui mâchez le travail. Déjà, grâce à ça, il va être... S'il a 2 heures à passer dans son après-midi, il va peut-être plutôt le passer sur votre projet que sur un autre. Ouais. Donc, il y a vraiment ce contact humain. Lié à ça, aujourd'hui, les personnes, c'est un peu, je pense, comme sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les personnes, donc le banquier, par exemple, elle va aussi prêter à un profil. Il y a ce feeling humain, en fait, c'est-à-dire que votre projet peut être bien, on va dire le même projet présenté par 2 personnes différentes, il y en a un qui peut passer et un qui pourra ne pas passer, parce que la banque, elle se dit, OK, elle analyse son risque, en fait. Elle analyse son risque, elle voit le projet, elle voit les chiffres, très bien, mais elle voit aussi les épaules de la personne en face et l'expérience ou pas l'expérience, mais montrer que la personne, elle a bien analysé, elle a sécurisé ses travaux, elle s'est déjà identifié le type de locataire, elle a sa stratégie en tête. Dès qu'elle voit que la personne a une vision claire de ce qu'elle veut faire et de ce qu'elle maîtrise, mais du coup, la banque ou le conseiller bancaire va plus facilement autoriser, on va dire, un financement là-dessus. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est... alors, c'est comme dans tout, j'allais dire, de travailler potentiellement avec un courtier pour ceux qui n'ont pas forcément le temps. Donc, dans les courtiers, un peu comme dans tous les professionnels immobiliers, il y a des bons, des moins bons, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, je sais que moi, je travaille avec des courtiers qui, on les contacte avec le projet ou avec une idée de projet. Et ce qui est bien, c'est qu'eux ont l'habitude directement de savoir ce qui se fait dans les banques actuellement, en fonction de votre profil, si vous êtes plutôt fonctionnaire, salarié avec un petit revenu, un gros revenu, région parisienne, etc. Et rapidement, on va pouvoir dire, OK, avec ton profil, moi, je sais que 200 000, je peux financer, quasiment à 99% sûr. 250 peut-être, mais ça va être un peu plus compliqué. Au moins, grâce à ça, vous avez déjà votre jauge sur lequel vous pouvez vous positionner sur un projet immobilier et ça permet d'aller plus vite, se sécuriser derrière sur le financement. Ouais, et même là-dessus, j'ai envie de dire que votre capacité d'emprunt, vous pouvez à peu près la calculer tout seul. En tout cas, pour avoir, on va dire, une idée globale du montant que vous pouvez aller chercher.
Et ensuite, pour la partie banque, donc là, c'est effectivement soit on est en manque de temps, entre guillemets, et on peut déléguer ça à un courtier, soit si vous avez du temps et que vous voulez aussi, entre guillemets, gagner là-dessus, c'est comprendre le fonctionnement des banques, je pense, dans un premier temps. Les différences entre les types de banques aussi est très important parce que les décisions sont pas prises au même niveau et du coup, il y a aussi des fois certaines flexibilités qui sont accordées. Et après, enfin, nous, c'est un conseil qu'on donne très souvent, mais c'est qu'il faut aller en voir plusieurs, il faut en avoir même beaucoup. Si vous avez une situation compliquée, votre projet ne sera pas perçu de la même manière en fonction du banquier, des banquiers, de l'interlocuteur qu'il y aura en face, quoi. Ouais, complètement. Puis il faut y croire aussi. Il faut croire Oui. avant. Ça, c'est... Il faut croire au projet, il faut vraiment le défendre, il faut montrer que c'est une très bonne opportunité. Tous les bénéfices qu'il y a derrière, justement, en se constituant réellement un patrimoine pour l'avenir, c'est le discours que les banques aiment bien. Il ne faut pas dire qu'on va faire le louer 2 ans et le revendre. Ça, c'est sûr que le financement va être très compliqué si on commence à avoir ce genre de discours. Mais si on est vraiment dans une optique patrimoniale, d'enrichissement latent, en présentant bien le dossier et en connaissant les chiffres par cœur, même si on n'a pas la meilleure des situations, voilà, aujourd'hui, c'est encore possible de se faire financer. Mais je pense que la clé, c'est aussi de voir le banquier comme un partenaire et pas juste comme une vache à lait qui va vous accorder un crédit. Mais même, j'ai envie de dire, avec tout l'entourage qu'on se crée finalement quand on investit en immobilier, que ce soit les notaires, les banquiers, peu importe en fait, les agents immobiliers, de voir le banquier comme un partenaire et du coup de comprendre ce qu'il a gagné à vous financer. Comme tu disais, il ne gagne pas du tout d'argent sur les crédits. Donc c'est aussi c'est de la négociation, mais c'est aussi d'aller dans son sens, par exemple en prenant les assurances à la banque. Exactement. En domicilant ses comptes. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire plaisir aussi au banquier en demandant un crédit. Quoi. C'est une relation gagnant-gagnant. Quoi. Demain, vous faites financer, vous prenez l'assurance décès invalidité de la banque qui vous finance et 3 mois après, vous allez le souscrire chez un autre assureur pour économiser quelques euros par mois. Vous allez le voir 3 mois plus tard pour un nouveau projet. Il va ça faire risque la tête. d'être difficile. Dites-vous surtout que tu parlais des partenaires qui gravitent autour de nous, parce que sur un projet immobilier. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, sans l'agent immobilier, vous pouvez trouver des projets. Sans notaire, vous pouvez toujours prendre le notaire du vendeur, même si on ne le préconise pas du tout. Par contre, sans banquier, on fait rien, c'est clair. Dites-vous, s'il y en a un à privilégier au minimum dans tout le processus, c'est le banquier, parce que aujourd'hui, en plus, là, on a le temps, mais il vaut mieux dire oui en disant on n'a pas forcément les meilleures conditions aujourd'hui sur le prêt qui nous est proposé, que se dire non, finalement, j'ai pas envie, je vais chercher ailleurs ou je vais sur un autre projet et perdre 3-4 mois ou perdre potentiellement une relation bancaire. Puis aujourd'hui, faut quand même remettre les choses dans son contexte. On est en France, on a de la chance. Si on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger par rapport au financement, ne serait-ce qu'aux taux, les taux à l'étranger, ils sont plutôt autour des entre 8 et 11% suivant les pays. Et surtout, ils ont des taux variables. Des taux variables. Et ils peuvent rarement emprunter à 110 ou 100% même. Donc, faut remettre les choses dans son contexte, qu'aujourd'hui, se créer un patrimoine en France, c'est accessible. On a été trop mal habitués. Je pense, complètement. Comme tu dis, 2018 à début 2022, ça a été un peu la ruée vers l'or de l'investissement immobilier, parce que l'IMO l'a toujours été. Oui. Mais de l'investissement immobilier, comme la plupart le voient sur les réseaux, cash flow à fond, emprunt à 110%, etc. Je pense qu'il y a vraiment un gros effort dans l'état d'esprit des gens et dans la vision qu'ils doivent avoir avec l'immobilier, qui remettons en perspective maintenant. Je pense que les plus anciens, mais des gens qui ont commencé l'IMO plutôt dans le début des années 2010, parce qu'à ce moment-là, après 2008, c'était un peu la même chose. Et aujourd'hui, on revient en disant, en fait, c'était la même chose qu'il y a 10 ans quasiment. Mais avoir cette vision de l'IMO comme une création de patrimoine, une évolution, et que c'est la plupart des gens aujourd'hui qui font l'investissement immobilier, c'est pour sortir d'une situation dans laquelle ils ne sont pas forcément à l'aise, que ce soit à court terme, à moyen ou à long terme. Et donc, comme tu l'as dit, Alex, aujourd'hui, l'IMO est un des rares
vecteur d'enrichissement sans avoir 100 000 euros de côté, sans accessible à tous. Accessible à tous et duplicable. Aujourd'hui, on le fait sur un premier projet. Moi, c'est ça que j'adore avec l'immobilier, c'est qu'on le fait sur un premier projet. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent un peu moins bien. Des choses qui marchent un peu moins bien, ben, on apprend dessus, on en fait un deuxième, un troisième. Et aujourd'hui, de mon côté, en fait, à la base, l'immobilier, comme tu dis, autodidacte, je connaissais rien. J'ai appris un peu avec mon père sur la partie de terrain. Et je me suis dit, bon, mais ce sera juste un side business en mode, je fais ça, je quitte mon salariat, puis après, je verrai bien. Et en fait, ça devient, je pense, comme vous, un peu une passion derrière. Ouais, Hein, complètement. parce que des nouveaux projets, on apprend toujours quelque chose. On rencontre aussi des personnes qui ont le même état d'esprit d'investissement, de s'enrichir personnellement, de créer de la valeur et de voir autre chose que on va dire, le simple CDI. Et pour moi, ça, c'est inestimable. On en revient sur le fait malheureusement, de se dire, en fait, je veux faire de l'IMO, je veux du coup me créer cet enrichissement-là, mais j'ai pas envie d'y passer trop de temps, j'ai pas envie, en fait, des contraintes qu'il y a avec ça. Si c'était facile aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de risque, pas de contraintes, pas de charge mentale, ça ne demandait pas de temps, tout le monde le ferait. Par contre, c'est pour ça que vraiment, les questions qu'on disait tout à l'heure à se poser pour quelqu'un qui démarre, c'est de se dire, bon, ok, j'ai pas forcément envie d'avoir trop de risques, de charge mentale, de temps, mais partir des projets qui ont un peu moins de rentabilité, un peu moins de rendement, dans des villes un peu plus sécures, un peu plus patrimoniales, Ouais. mais au moins, vous aurez le don d'avoir fait 1, 2, 3 projets, quitte à rajouter 50, 100 euros par mois dessus. Mais au bout de 4-5 ans, Oui. ce sera Oui, dans tous complètement. les cas, à long terme, c'est sûr que c'est rentable, quoi. un très grand levier, on va dire, entre C'est ça. mettre 10 000 euros sur un projet à 100 000 euros, je mets 10 000 euros au départ. Au bout de 4-5 ans, je récupère 40, 50 en net, comme tu dis. Oui, Bon, je pense que C'est pas pourri, ouais. voilà. c'est clair. C'est difficile de faire mieux avec autre chose. Et du coup, Joris, parce que c'est vrai que sur ton parcours, on a divagué, on a divagué pas mal. Donc, premier bien 2016, aujourd'hui 40 lots. Tu le disais au début, tu as commencé en étant salarié. Tu t'es appuyé sur ton job, quoi, tout simplement pour lever de la dette. Aujourd'hui, du coup, t'es plus salarié, c'est ça? Exactement. Donc, je me suis servi de ma partie CDI salariat pour emprunter. Également, mes parents, eux, n'avaient pas forcément des gros salaires, mais avaient une résidence principale payée, donc pas d'endettement. Ce qui a permis aussi, certains me posent la question, mais comment vous avez réussi? Quand j'ai quitté mon travail, j'étais toujours à 35% d'endettement. Tout le monde ensemble, parce que de mon CDI avec un bon salaire et de mes parents qui avaient une capacité d'endettement assez forte grâce à une résidence principale payée, ça permettait de pouvoir enchaîner les projets. Et comme tu le dis, voilà, depuis mai 2022, donc il y a quelques mois, c'est un peu plus de 9 mois maintenant, j'ai quitté le salariat pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas forcément la vocation au départ. Au départ, c'était de me dire, je reste un peu en freelance, 6 mois de l'année, 6 mois je voyage. Mais l'immobilier, au fur et à mesure de l'année 2022, même 2021, est devenu une passion. Et je commençais à voir que même pendant mes journées de travail, je commençais à bifurquer plus vers un limo que vers le salariat. Je prenais moins de plaisir dans mes projets internationaux, même si on était encore sur des très gros projets. Et l'immobilier commençait à prendre du temps parce que ça me passionnait, parce qu'il y avait toujours des nouveaux projets. On voulait toujours aller de l'avant, comme tu disais, monter au niveau supérieur, aller sur des projets de plus en plus gros et de plus en plus diversifiés. Et voilà, il y a en parallèle d'avoir des personnes autour de soi qui, grâce aux quelques conseils que tu donnes, arrivent à acheter, même juste une résidence principale, hein, c'est tout bête, mais arrivent à acheter au bon prix en région parisienne, une résidence principale, tu les aides à lire le compromis, à gérer des devis travaux, etc. Et donc enrichissant, et à ce moment-là, j'arrivais quasiment au maximum de mon endettement à titre personnel. Je voyais que l'immobilier, de ce que je pouvais toucher par rapport on va dire, au cachot de toutes les sociétés et de mon patrimoine personnel, permettait d'avoir aucune pression financière derrière. Donc voilà, j'ai décidé en mai 2022 de quitter le salariat tout en me disant, je me lance dans l'entrepreneuriat, on verra dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ce que ça donne. La marche arrière est toujours possible, on va dire, techniquement, même si je pense que mentalement, Ouais, c'est autre chose. Ouais. c'est autre chose. Dès qu'on a mis un pied dedans, on va dire. Et également parce que en 2021, on sort un peu de tout ce qui est Covid. J'ai participé à beaucoup de séminaires, d'apéro IMO, d'événements à droite à gauche.
Et je suis rentré un peu dans ces cercles de gens qui ont le même état d'esprit d'entreprendre, d'investir, de pour soi. Et j'ai adoré ça. Et donc, on va dire, j'ai un peu tout quitté, bien préparé, Ouais. mais tout quitté en mai dernier. Ouais, c'était pas non plus un coup de tête, c'était réfléchi C'était et structuré. ma société, elle savait depuis un an Ouais. que j'allais partir. Ok. Je leur ai dit, laissez-moi finir mes investissements IMO. Dès que j'arrive au max, on prépare et je m'en vais. Mais donc, par rapport au projet, C'est bien, c'est transparent. ça se calait bien aussi. De toute façon, voilà, mes anciens responsables, j'ai aidé à acheter de l'immobilier Ouais, aussi. Donc, bon. Ils savaient. ils savaient ce que je faisais. Tant que je faisais mon travail, et que Oui. c'était correct et que j'étais dans les temps, dans les rendus que Complètement. j'avais, ils me laissaient tranquille de mon côté. Je prenais des jours pour aller visiter, etc. Donc, pour suivre des projets. Aucun souci là-dessus. Et donc, ouais, d'être transparent, comme tu dis, c'était préparé pour que ça se fasse le plus simplement possible. Derrière. Ok. Et du coup, aujourd'hui, entrepreneur, c'est quoi ton activité du coup Alors, aujourd'hui, Tes activités. Tes activités. Aujourd'hui, je me vois même plus comme la vision qui a un peu évolué comme chef d'entreprise. C'est vrai depuis dernière semaine, en fait, je vois un peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est vrai qu'entrepreneur, je me dis que bon, mais c'est quelqu'un qui est un peu tout seul dans sa bulle et qui va avancer tout seul. Et chef d'entreprise, c'est vraiment plutôt quelqu'un qui a envie de créer un écosystème, d'avoir des gens qui travaillent avec lui, d'avoir des partenaires. Et donc plutôt en ce sens-là, donc ce qu'on a fait directement quand j'ai quitté ça, donc on a monté une société de marchand de biens avec donc le système holding, etc. pour attacher tout ça, mais donc société de marchand de biens dans laquelle on a 2 projets en cours, un projet en cours de travaux et un projet qui va être acquisition va se terminer la fin janvier. Ok. Tu fais ça, juste, je me permets Ouais. de te couper, tu fais ça toujours dans le même secteur, le marchand? On a fait un même secteur et c'était pareil en opportunité, c'est-à-dire qu'on nous a apporté un immeuble très très intéressant, on va dire, voilà, sur la ville de Perpignan. On voulait prendre en locatif parce qu'on avait encore la capacité de le faire à ce moment-là. La banque nous a bloqué à cause de l'encours. On était toujours dans la même Ok. banque. Ouais. Elle a dit là, trop d'encours, trop au même endroit, etc. Alors, Le problème des riches. Ça. c'était un petit projet. Non, mais en plus, c'était, je crois, notre presque plus petit projet. Mais voilà, c'était pour eux, le risque était un peu atteint. Il fallait aller voir ailleurs. Sauf que nous, on avait mis toutes nos cartes un peu sur cette banque-là Ouais. parce qu'on pensait que ça allait passer facilement. On les connaissait depuis longtemps. Ok. Bon, tant pis pour nous. Mais par contre, en marchant bien, il était intéressant. Donc, on a créé toutes les sociétés et on l'a pris sous format de marchand de biens, donc même secteur de Perpignan. Et le deuxième, pareil, c'est une maison dans le même secteur où moi, le marchand de biens, pour l'instant, je le vois beaucoup par opportunité. C'est-à-dire que au fur et à mesure des années, je me suis vraiment donné une expertise dans l'analyse immobilière. Donc, c'est-à-dire un bien, n'importe où en France, on me l'envoie en 2 heures. Je dois savoir combien ça se loue, quel prix ça vaut, l'estimation des travaux, sécuriser mon analyse. Et donc, aujourd'hui, je fonctionne comme ça. J'ai des apporteurs d'affaires qui m'envoient des biens. J'analyse. Et donc, là, c'est un apporteur d'affaires qui m'envoie ça. On analyse, on voit qu'en projet de marchand de biens, on était dans les rentabilités qu'on attendait. Et on a fait cette acquisition-là, donc la deuxième. Et donc, toujours un peu cette activité un peu marchand de biens. Pour l'instant, on a encore 2 projets en cours d'étude. Donc là, avec d'autres associés externes, parce qu'il me faut des compétences complémentaires. Donc, un projet de promotion immobilière où on va construire des maisons. Donc là, je suis associé avec mes architectes qui sont très très bons dans leur domaine. Et moi, la partie urbanisme, travaux, c'est pas forcément là où j'ai le plus d'expérience Ouais. pointue, on va dire, dans des permis de construire, des choses assez pointues. Et un deuxième où on est sur une acquisition de 37 lots commerciaux. Là, sous un projet mix achat-revente et patrimonial en acquisition. Ok. Donc finalement, en fait, le locatif, ça t'a ouvert les portes à l'immobilier avec un grand I, quoi. La promotion. Non, mais c'est vrai, je veux Mais dire, oui, en complètement. général, quoi. Complètement. C'est le premier pas. De la promotion du marchand de biens, enfin, Ouais. des activités qui. Enfin, même si pour moi, l'immobilier locatif, ça reste une forme d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, C'est ça. c'est gérer un projet, c'est. Gérer des problèmes. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, ça reste une forme d'entrepreneuriat, mais ouais, là, on passe sur des choses qui sont où on a besoin de structures commerciales, où on a besoin de De compétences de différentes. compétences différentes, où il y a beaucoup plus de juridique, etc. Donc,
ouais, des choses plus avancées. Mais Tu l'as bien dit, l'investissement immobilier, déjà, c'est de l'entrepreneuriat. ouais, C'est vrai qu'on ne le répète pas assez, il y a énormément de domaines qui s'entremêlent. Il Oui. faut arriver à tout comprendre, tout gérer, donc souvent beaucoup en autodidacte, hein. Et c'est vrai que au fur et à mesure, on met le pied dedans, on commence à avoir ses compétences. Alors, pour moi, marchand de biens sous cette structure commerciale et également investissement locatif, c'est complémentaire, puisqu'aujourd'hui, marchand de biens, c'est bien. Ça va faire beaucoup plus de, on va dire, de retour sur investissement immédiat. Oui. Mais demain, une fois que j'arrête de faire des opérations de marchand de biens, j'ai plus de revenus qui rentrent. oui, Le locatif permet, lui, en passif, on va dire semi-passif, de faire rentrer des revenus. Et ça permet d'aller sur des opérations, des projets plus complexes, parce qu'on a déjà une très bonne base dans l'immobilier. Comme tu dis, bah après, sur du marchand de biens ou la promotion, on va aller plus loin dans la fiscalité, dans le juridique. c'est ça. On est vraiment professionnel de l'immobilier. Oui, t'es engagé aussi sur Ouais. certaines actions. Voilà. Il faut vraiment, comme tu dis, la partie marchand de biens, c'est pas à titre particulier ou en tant que résidence principale, comme malheureusement on peut le voir, mais c'est vraiment structure SAS ou SRL, peu importe, structure avec statut de marchand de biens, engagement donc de revente sous les 5 ans ou sous les 2 ans, et également engagement personnel, on va dire, pendant Ouais. 10 ans sur les travaux. Donc beaucoup plus de risques, mais après, bon, on a déjà tout le risque de trouver le projet, etc., qu'on sait maîtriser. Et on monte d'un niveau parce que bah, c'est devenu un peu une passion et on s'est libéré du temps. Moi, l'arrêt du salariat, ça a été pour me dire, je me libère du temps parce que je sais qu'à côté, j'ai des projets de marchand de biens ou d'autres gros projets qui peuvent arriver. Et donc, ça permet d'avoir ce temps-là. Ouais, et puis c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est vachement complémentaire aussi avec le locatif, dans le sens où euh, bon, tu as cet aspect passif et un peu plus actif où tu vas devoir chercher des projets, etc. Mais aussi que tu peux travailler sur des projets en marchand de biens que tu n'aurais jamais pu traiter en locatif parce que ça n'aurait pas pu marcher en locatif. Ah Et oui. là, du coup, tu peux l'adapter pour que finalement le projet soit intéressant. Ouais, Quoi. complètement. C'est les deux. Ça me fait penser au dernier projet que j'ai visité vendredi prochain. C'est un projet qui, en locatif, serait très intéressant. Mais du coup, même en marchand de biens, on ne serait pas trop loin d'une marge intéressante. Et donc là, on se dit, ben, potentiellement, on va le prendre peut-être en locatif classique. Et puis peut-être une revente dans 5 ans ou 7 ans, on va dire, ou même 3 ans ou 5 ans, un peu plus courte. Mais c'est vrai que ben, en général, un marchand de biens, on va être sur des valeurs, des prix au mètre carré plus élevés, au moins entre 2005 et 4000 euros du mètre, enfin au moins 2005 euros, 2500 euros du mètre carré pour avoir une revente assez correcte. Alors que si on veut faire du locatif, dans la stratégie que j'avais moi au départ de vraiment être beaucoup de rentabilité, j'avais le risque à côté, mais on cherchait vraiment de la rentabilité pure. Là, on est en dessous des 2000 euros du mètre carré pour, Oui. pour Sinon, ce type de projet. ouais, ça tourne pas. Enfin, Sinon, ça- le bilan ne tourne pas. Voilà. Sinon, ça tourne pas et c'est deux aspects différents. Mais par contre, ça nous permet aujourd'hui, en fonction des projets qui nous sont apportés, de dire, ben tiens, Ouais. celui-là, il est intéressant peut-être pour du marchand, je le mets dans cette case-là. Et celui-là, il est intéressant pour du locatif, je peux le mettre dans cette case-là. Si on devait faire une dernière question, c'est si tu avais une ressource à partager ou enfin, j'en sais rien, un compte à suivre, euh, une vidéo, un livre, quelque chose qui t'a marqué, qui pourrait aider les gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Moi, en plus, c'est assez récent, découvert l'application Libox qui nous sert beaucoup aujourd'hui. Alors, moi, dans le domaine de l'analyse immobilière, pour résumer l'application Libox, en fait, c'est un agrégateur d'annonces immobilières, principalement, qui, donc, aujourd'hui, vous avez des annonces immobilières, vous pouvez trouver sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, tout type de site internet. Et Libox, lui, va, on va dire, récupérer toute cette data-là et sur une seule plateforme, un seul site, en mettant vos critères de recherche, vous avez accès à toutes les annonces qui sont éparpillées un peu partout. Et également, après, il va vous faire tous les calculs de rentabilité, l'analyse de la ville, donc de la data qui sert pour l'analyse en finale immobilière et d'avoir tout sous un œil. En plus, après, vous pouvez mettre des commentaires sur votre projet en mode projet aussi. Et aujourd'hui, on l'utilise depuis quelques mois dans ce système-là parce que
par exemple, quand je fais de l'analyse immobilière pour du marchand de biens ou même pour de l'achat locatif, je vais toujours regarder ce qui se vend autour pour être sûr de mon prix de marché, Oui. de Oui. combien je pourrais le revendre en fait. Ouais, tu Et, veux beaucoup voir des comparables, quoi. Voilà, moi l'idée c'est de me dire ok, j'achète aujourd'hui tel prix, j'ai tant de travaux, tant de frais notaires, etc. Bon, marchand de biens, il faut prendre la marge, mais sur même du locatif, je vérifie toujours que si je dois revendre, peu importe ma rentabilité, si je dois revendre demain, je ne perds pas d'argent. Ouais. Et donc là, il y a plusieurs sites. On va prendre l'exemple de DVF, qui est le site des notaires, entre guillemets, des impôts, qui récupère toutes les transactions immobilières. Meilleur Agent le fait aussi. On n'a pas les photos, donc on ne sait pas trop dans quel état c'est, mais ça donne de la data. Et je viens compléter avec l'e-box. Donc, ok. ce qui se vend actuellement, au moins, on a une idée un peu plus précise du marché, un peu plus actuel. Actuel, ouais, ce que j'allais dire, parce que DVF, c'est sur, C'est sur les transactions passées. Et surtout, on a les photos. Donc, là, l'idée, nous, c'est de comparer avec un bien qui est rénové, puisqu'on intègre les travaux. Donc, on est un peu plus précis sur l'analyse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon équipe, du coup, on travaille beaucoup sur ça, parce que on a toute la data sur une même plateforme. C'est un outil qui est gratuit, payant? Alors, c'est un outil qui peut être gratuit, qui est plutôt sous un format d'extension, par exemple de Google Chrome, je crois, gratuit, mais qui va juste, par exemple, alors je ne l'ai pas utilisé, mais je crois que ça se forme comme ça. Vous mettez sur Le Bon Coin, vous avez l'extension qui est gratuite, et automatiquement, ça vous affiche les données de la ville ou calcul de rentabilité, par exemple, directement sur votre site Le Bon Coin. Après, il y a des formules payantes. Moi, j'ai pris pas la première payante, la deuxième, qui est à peu près à 40 € par mois, dans laquelle on a du coup la plateforme avec toutes les annonces qui sont sur tous les sites. Vraiment, c'est pas que l'extension pure, mais vraiment toute la plateforme. Et en plus, c'est des charges après que vous pouvez passer dans vos revenus locatifs, dans les charges imposables. Et c'est vrai que c'est un gros gain de temps, parce qu'en fait, finalement, ça ne nous apporte pas plus d'informations qu'ailleurs, mais plutôt que chercher sur Le Bon Coin, Se Loger, bien ici. Foncia, tous les sites des agences. Voilà, c'est un gain de temps énorme. Ça se résume assez facilement, je pense. Là-dessus. Donc, une bonne ressource pour ceux qui cherchent actuellement des projets qui sont dans un premier projet IMO. Je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de gain de temps. Ça peut aider. Voilà, donc si vous voulez gagner du temps sur vos études de marché ou sur vos recherches de projets, l'e-box, pour ceux que merci pour cette info. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Où est-ce qu'on peut te retrouver, échanger avec toi? Si on veut se faire accompagner côté investissement IMO, ou si on veut te contacter. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut me contacter sur Instagram principalement. Donc l'identification, c'est objectif underscore épargne underscore immobilier. Et en parallèle de ça, j'ai lancé de l'accompagnement aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, que ce soit des débutants ou même des personnes qui ont déjà acheté un ou deux biens, qui veulent un peu passer au niveau supérieur, scaler. Prioritairement des gens qui ont la capacité financière et surtout qui ont la motivation et le temps de se lancer là-dedans. Donc voilà, ça permet vraiment d'accompagner ces personnes-là sous un format de 6 mois et leur donner les bonnes méthodes de gestion, les bonnes méthodes de recherche, les bonnes méthodes d'analyse pour passer à l'action. Et parfait. Si vous voulez retrouver Joris, c'est sur Instagram, le compte Objectif Épargne Immobilier. Et vous l'aurez compris, plus on passe à l'action maintenant, mieux c'est pour plus tard. Voilà. Et merci en tout cas, Joris, d'avoir répondu à l'invitation. Et puis à bientôt. Merci à vous. Et puis avec plaisir pour un prochain d'ici peut-être quelques mois ou un an pour voir l'évolution aussi de tout le monde. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, à plus. Merci.